Ici Charlotte Okipinski, bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de la réalité d'un étudiant athlète au football collégial, de l'adaptation d'un étudiant français aux États-Unis qui souhaite devenir joueur de soccer professionnel, d'un projet d'envergure dans une école secondaire de Québec, du travail acharné de l'entraîneur adjoint du club-école des Jets de Winnipeg, mais nous débuterons d'abord avec Thomas Cardou qui nous parlera d'un espoir québécois d'Ultimate Frisbee. Bonjour Thomas. Bonjour Charlotte. Thomas, peux-tu décrire la personne qui est Alexis O'Connor? Oui, donc Alexis O'Connor est un jeune athlète très talentueux. Il est très sérieux dans tous les travaux qu'il fait. Il est dur envers lui-même, donc comme j'ai dit, il est très sérieux. Il aime apporter une touche d'humour avec ses amis et apprécie l'écoute de ses proches également. Quel est l'intérêt chez les jeunes à faire partie de l'équipe québécoise d'Ultimate Frisbee? Bien, premièrement, le Ultimate Frisbee est un sport d'équipe, donc ça demande beaucoup de cardio. Il y a un lien d'amitié avec les joueurs qui est très fort. Puis aussi, les entraîneurs poussent les joueurs à s'améliorer autant dans les parties que dans les pratiques. Donc aussi, il y a l'expérience acquise par les joueurs lors des tournois. Et justement, ils vont faire un tournoi en Colombie-Britannique et en Colombie. Donc, ils vont pouvoir visiter des paysages différents et des cultures qui diffèrent du Québec. Et est-ce que c'est difficile pour lui de pratiquer son sport malgré le temps qu'il doit consacrer à ses études, son emploi étudiant et sa vie personnelle? Non, parce qu'Alexis est une personne très organisée. Il prend de l'avance dans ses travaux et étudie lors des bons moments, donc lors de ses blocs de pause à l'école. Et il bénéficie aussi de son patron qui est flexible avec ses étudiants pour les heures de travail. Donc, il travaille environ une douzaine d'heures par semaine pour bien amasser son argent. Le temps hebdomadaire que l'Ultimate Frisbee prend dans la vie d'un collégien est-il important? Oui, il est très important quand même. Lors de la saison, c'est environ une quinzaine d'heures compte tenu des tournois la fin de semaine. Donc, c'est souvent le samedi. Et aussi, il y a les pratiques et les entraînements avec l'équipe qui prennent une bonne partie du temps. Mais lors des saisons mortes, c'est environ une dizaine d'heures. Parfait. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Charlotte. Maintenant, parlons du travail acharné de l'entraîneur adjoint du club-école des Jets de Winnipeg avec Guillaume Larouche. Bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte. Guillaume, quel est le plus gros changement qu'ils ont fait depuis le début de la saison? Ils ont perfectionné le jeu défensif, donc c'est-à-dire se pratiquer sur une partie de 200 pieds pour bien reconnaître les situations, pour avoir une bonne lecture de jeu, ce qui est très important pour gagner. Durant les années précédentes, le jeu défensif était beaucoup moins présent, ce qui entraînait beaucoup plus de buts, puis dans ce temps-là, c'est pas mal plus difficile de gagner les parties. Et comment une baisse de production, si un jeune joueur peut affecter son mental? Bien, ça peut être très difficile, en effet, quand les jeunes, justement, ils ont une baisse de régime ou de production. Ils ont des tendances à précipiter leur jeu, ce qui crée des revirements, puis ça peut justement être critique pour leur développement. M. Dubois il a justement proposé un truc aux jeunes joueurs qui ont une perte de confiance, c'est de bien jouer défensivement pour reprendre confiance, pour ensuite y aller fort à l'attaque. Quels défis les jeunes joueurs de 17-18 ans doivent-ils surmonter lorsqu'ils passent de leur ligue respective à la Ligue américaine? Bien, c'est de remonter le défi du jeu, remonter le défi du jeu physique. Parce que la Ligue américaine, c'est majoritairement du monde qui ont 5, 10, même 15 ans d'expérience de plus qu'eux, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les joueurs inexpérimentés ne doivent pas penser que la AHL va être facile. Au contraire, c'est la troisième, même la deuxième meilleure ligue de hockey au monde. Donc, sous-estimer la ligue, c'est vraiment une erreur que les jeunes de 17-18 ans vont commettre, malheureusement. Et rapidement, Guillaume, comment Éric Dubois réagit-il au succès de joueurs qui progressent et évoluent avec d'autres équipes, comme le cas de Jonathan Kovacevic avec le Canadien de Montréal? Bien, très bien. Il est toujours content de voir les joueurs progresser avec soit son équipe ou d'autres. Super, merci Guillaume. Maintenant, nous parlerons d'un projet d'envergure dans une école secondaire de Québec avec Félix Aberge. Bonjour Félix. Bonjour Charlotte. Félix, quelle est la base du projet? En fait, c'est le responsable du programme de basketball de l'école secondaire des Pionniers qui est situé à Saint-Augustin-de-Desmaures dans la ville de Québec. Puis lui, il a en tête un plan bien précis pour les prochaines années. Que souhaite-t-il réaliser dans les prochaines années? Il veut bâtir un des meilleurs programmes de basketball de la province de Québec. Donc, il y a une clé du gymnase depuis le début de son contrat avec cette école-là. Et il organise plusieurs activités individuelles pendant les heures de midi et même pendant les soirées, des parties de niveau collégial et universitaire à cette école-là. Tout ça pour motiver ses troupes et les voir se développer à regarder du basketball près de chez eux. Et quel est son objectif de saison avec son équipe juvénile Division 3?
Il veut essentiellement causer la surprise et participer aux séries éliminatoires de la Ligue régionale. Ça peut s'avérer difficile puisque c'est une équipe essentiellement composée d'élèves de secondaire 4, mais il espère quand même construire une chimie d'équipe et une structure collective permettant de remporter les grands honneurs l'année prochaine. Où sa carrière a-t-elle commencé et quelles sont ses expériences? Il a commencé en secondaire 2 dans l'école secondaire de Longueuil, donc dans la région de Montréal. Après ça, il a tellement aimé ça, il a tellement été bon qu'il a continué à jouer au cégep. Donc, il a joué au cégep 4 saisons, en Division 1 et en Division 2, et par la suite avec le Rouge et Or de l'Université Laval. C'est ensuite que sa carrière d'entraîneur a commencé en entraînant les Dynamiques de Sainte-Foy une saison et les Titans de Limoilou en tant qu'entraîneur-chef 20 ans. Par la suite, il est maintenant responsable du programme de basketball des Pionniers en entraînant une équipe juvénile Division 3. Rapidement, Félix, comment ces années en tant que joueur affectent sa façon d'entraîner aujourd'hui? Je pense que c'est le mieux placé pour parler avec toutes ces années d'expérience. Il pense vraiment que les commentaires, ça lui a permis d'instaurer tout ça dans son jeu personnel. Et c'est ça que les joueurs doivent apprendre aussi. Et que la discipline et la compréhension du jeu lors des pratiques permettent de remporter plusieurs parties. Super, merci Félix. Merci, Charlotte. Maintenant, parlons de l'adaptation d'un étudiant français aux États-Unis qui veut devenir joueur de soccer professionnel avec Noé Verport. Bonjour Noé. Bonjour Charlotte. Donc, pourquoi a-t-il décidé de partir aux États-Unis? Eh bien, ça fait 11 ans qu'il pratique le soccer en club, donc il a eu le temps de forger ce projet dans son esprit. Il a choisi les États-Unis parce que le soccer est beaucoup moins démocratisé là-bas qu'en Europe. Donc, les centres de formation sont beaucoup moins concurrentiels et coûtent beaucoup moins cher que, par exemple, celui du Havre en France. Et comment a-t-il réussi à rentrer dans l'école? Il est rentré au culot, c'est-à-dire que pendant 2 ans, il a filmé ses meilleurs moments lors des matchs et lors des pratiques qu'il a ensuite envoyé au coach. Donc en plus d'une recommandation faite par un ami qui était sur place, ça lui a permis de rentrer. Mais il a expliqué qu'il a eu quand même pas mal de chance parce que la plupart des autres joueurs sont rentrés par des agences qui coûtent très très cher. Et est-ce que le jeu est le même qu'en Europe? Mais il nous explique que non, pas du tout, il est très différent. Le jeu en Europe est beaucoup plus axé sur la technique, donc le jeu de passes courtes et le dribble. Mais ici, aux États-Unis, le jeu, grâce à l'influence du football américain peut-être, le jeu est beaucoup plus physique. Il y a même des séances de musculation obligatoires par semaine, ce qu'on ne pourrait pas voir en France. Est-ce qu'il suit des cours en même temps que ses pratiques? Oui, il est en école de commerce au cas où son projet n'aboutirait pas. Donc il a un petit peu assuré son avenir. Mais il explique que le planning, il est très chargé, c'est-à-dire que matin, midi et soir, il est soit en pratique ou en cours. Donc en plus, les coachs sont très très exigeants sur le travail scolaire. Ils ont même menacé de renvoyer ceux qui ne fournissaient pas assez de travail. Donc la pression elle est énorme, mais il va essayer de réussir ce travail. Parfait, merci beaucoup Noé. Finalement, parlons de la réalité d'un étudiant athlète au football collégial avec Andrew Litchens. Bonjour Andrew. Bonjour Charlotte. À quel point l'horaire d'un étudiant athlète est-elle chargée? Il est quand même très chargé. On n'y croirait pas pour un étudiant athlète. Il faut qu'il mélange école, études, devoirs, en même temps que les 13 semaines de foot qu'il est responsable. Ensuite, il y a les camps en printemps, les camps en été. Puis aussi, toutes les séances de musculation aussi, c'est très, très chargé. Et comment gère-t-il son temps? Il doit couper sa famille et ses amis quelques fois, par exemple. Ça, c'est quand même dommage. Sinon, avec l'équipe, ils font beaucoup de séances d'études. C'est qu'ils vont dans la cafétéria ou une grosse salle. Puis, avec les entraîneurs ou les professeurs, ils aident leurs élèves étudiants à mieux performer à l'école aussi. Et est-ce qu'il y a des règles à suivre? Oui. Alors, la règle la plus importante, ça serait de passer les 8 cours minimum. S'ils ont moins de 8 cours, alors c'est de passer tous ces cours-là quand même. La drogue et l'alcool est contrôlée, c'est-à-dire que les joueurs sont conscients qu'ils ont la réputation de leur école, de l'équipe et même de la ville sur leurs épaules. Alors, ils font toujours attention pour ne pas trop déborder. Et finalement, Andrew, comme la saison est terminée, parle-moi de ce qu'ils font durant la saison morte. Oui, alors le Bol d'Or, il vient de finir. Suite au Bol d'Or, ils ont 1 semaine de congé où c'est qu'ils se concentrent sur leurs études, leur fin de session. Ensuite, ils ont 2 camps de printemps en avril et en mai. Un camp en août, aussi qui les est très intense. Et puis, le cycle recommence. Parfait. Merci beaucoup, Andrew. Merci. Et je tiens à remercier nos 5 journalistes, Thomas, Guillaume, Félix, Noé et Andrew, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été à l'écoute. C'était Charlotte Okipinti et je vous dis à la prochaine.